Donc, bonjour tout le monde. S'il y en a qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Stéphane Leblanc. On va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. On va parler de la santé des entrepreneurs, mais il y a 3 ans, je suis devenu entrepreneur pour la première fois de ma vie. Et je vais vous dire que ma vie, elle a complètement basculé, complètement changé, vers une source de beaucoup de joie, mais vers des défis. J'ai finalement compris ça voulait dire quoi créer une entreprise et mettre tous nos avoirs dans un projet. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir Nathalie Riverain, qui connaît un peu, pas mal, beaucoup sur l'entrepreneuriat. Mhm. Donc, Nathalie, elle est fondatrice de Rouge Canary. Elle pourra nous expliquer l'origine de ce nom-là, qui est vraiment intéressant, qu'on ne peut pas oublier. Mais elle est aussi cofondatrice de l'École d'entrepreneurship de Beauce. La plupart d'entre vous en avez entendu parler. Au Québec, c'est un joyau, hein, cette école-là qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, je pense, Nathalie. Et on célèbre la 10e année en 10e septembre. année. Donc, Nathalie, elle était là, là. Elle était là dans la fondation, la création de ce projet-là. Elle y a travaillé longtemps. Donc, bonjour, Nathalie. Bonjour Stéphane. Merci de la belle invitation. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous parce que je dis souvent aux gens, quand j'étais cadre supérieur dans une entreprise, tu sais, je me trouvais bien bon. Tu sais. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu sais, Stéphane, c'est pas toi qui as gagé, c'est pas toi là, qui as hypothéqué sa maison. Essaie d'avoir un peu d'appréciation, tu sais, pour les fondateurs, la famille, tout ça. Puis là, je comprends. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Moi, j'ai appris à te connaître lors de nos conversations. C'était une belle découverte, je ne te connaissais pas. Parle-nous un peu de toi. C'est qui Nathalie Riverain? J'aime ça dire, c'est qui cette bébête-là? C'est qui cette personne-là? Nathalie Riverain est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a grandi dans les années 80. Je vais essayer de faire une histoire courte avec quelque chose de long, mais dans les années 80 où tous les parents perdaient leurs emplois parce que c'était les restructurations massives dans les grandes entreprises. Alors, et moi, je grandissais dans une petite entreprise, le commerce était annexé à la maison. Puis mon père a toujours été très modeste, même trop modeste par rapport à ses activités au quotidien. Il était entrepreneur, mais ce qui était valorisé dans cette région-là, c'était d'avoir un emploi dans la grande entreprise. Donc, dans cette période-là, je suis à l'adolescence et on vit les hauts et les bas économiques, mais l'entreprise se maintient. Puis mon père en a fait sa carrière, mes parents en ont fait leur vie. Donc, j'ai toujours été habitée par le fait qu'on ne valorisait pas suffisamment les entrepreneurs. J'ai fait un bac et une maîtrise, puis je me suis rendue jusqu'au doctorat pour essayer de comprendre le rôle des petits entrepreneurs dans l'économie. Puis à ce moment-là, on n'en parlait pas tant d'entrepreneuriat. On parlait un peu de PME, puis mais c'était pas une époque où on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. Puis surtout, on connaissait très peu l'entrepreneur. Fait que j'ai étudié longtemps, puis j'ai toujours gravité en entrepreneuriat. Je voudrais résumer ma carrière en une ligne. C'est que je suis passée d'économiste, là, j'étais un économiste en partant, donc économiste de l'entrepreneuriat à pratiquement psychologue pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on est beaucoup plus là-dedans. Donc, du très, très général au très, très fin, là, la psychologie, au bien-être des entrepreneurs. Ça m'amène un peu ici. À travers ça, donc, comme économiste, je connaissais peut-être l'indice entrepreneurial québécois. Donc, c'est quelque chose que j'ai parti. Ça venait de mes études de doctorat. C'est une prise de photos de l'entrepreneuriat à chaque année. Donc, depuis l'an 2000, ça existe. Puis ça sert d'outil de mesure surtout pour orienter politique publique. J'ai fait ça à la Fondation d'entrepreneurship. À ce moment-là, c'était Régis Labaume qui était mon patron. Alors, j'ai travaillé avec toutes sortes de profils de leadership, vous allez voir. Donc, avec Régis, on a créé le Centre de recherche sur la culture entrepreneuriale. Donc, vous voyez que c'est ma première expérience d'entrepreneur, d'intrapreneur, on pourrait dire. Puis, de fil en aiguille, on a construit ce centre de recherche-là parce qu'on aimait toujours mettre des nouveaux projets de l'avant en entrepreneuriat. Un des projets qu'on a mis avant l'école, c'était le programme de communauté entrepreneuriale. Fait que si vous connaissez la ville de Shawinigan, vous savez qu'elle s'est reconvertie par l'entrepreneuriat. Bien, c'était basé sur une méthode qu'on a développée à la Fondation à l'époque. Donc, ça c'était ma partie vraiment de vie plus économiste et développement régional. Après, parce que ça allait bien, puis il y a toujours une question de contact. Marc Boutet est apparu dans notre bureau comme, mon Dieu, comme si Maurice Richard arrivait dans notre salle, c'est probablement. Mais il avait besoin d'aide parce qu'il avait une idée, puis il ne savait pas comment la développer. Donc, il avait besoin d'aide pour créer l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui était juste, au début, c'était on peut-tu enseigner l'entrepreneuriat en Beauce. Donc, à partir de là, je me suis dit, ouais, je pense que là, on a travaillé sur la mesure, on a travaillé sur la culture. Ça nous prend une école de superstar en entrepreneuriat pour être capable d'élever
le niveau de tout. Puis j'ai gravité comme professeure adjointe à HEC Montréal, notamment. J'en parle pas tant, ça fait pas... c'est pas le cœur de ma carrière, mais je savais que l'entrepreneuriat n'était pas encore rendu. En tout cas, l'entrepreneur ne se rendait pas encore tant dans les universités pour apprendre à se développer. Donc, je voyais vraiment une belle opportunité de faire une différence avec ma petite, évidemment. Puis j'ai appris grandement. Donc, on a embarqué dans cette méga aventure qui était complètement folle de créer une école à partir d'une page blanche. Puis honnêtement, Marie-Utile, il y a d'autres choses à faire que créer une école dans la vie, CAO d'une multinationale. Fait qu'on avait quand même beaucoup d'attitude pour créer une entreprise qui allait former des entrepreneurs, mais en même temps, il ne fallait pas se prendre. On s'entend qu'on on se disait toujours, l'échec, c'est pas une option, fait qu'il faut trouver une solution. Okay? Fait qu'on a, puis c'est là qu'on va en parler peut-être plus tard, Stéphane, mais j'avais une équipe, moi, qui était très féminine à la Fondation, puis c'est l'équipe qui m'a aidé à créer la pédagogie de l'école. Fait qu'on a vraiment beaucoup écouté pendant la première année. On a rencontré les plus grands entrepreneurs du Québec parce que quand tu connais Marie-Utile puis Marcel Dutil, toutes les portes s'ouvrent pour avoir accès à 1 heure, 2 heures, 3 heures d'entrevue avec les entrepreneurs. Puis on voulait comprendre comment ils apprenaient, puis qu'est-ce qu'ils feraient en sorte qu'ils reviendraient sur les bancs d'école. Parce qu'au début, ils nous disaient tout, oh, moi, j'avais failli ça, l'école, parle-moi-en pas, si tu me crées une école, ça ne sera pas pour moi. Fait fallait trouver, fallait écouter ce qu'ils ne nous disaient pas pour créer une école dans laquelle ils allaient se sentir bien. Fait que c'est bien se sentir. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a parti l'école en septembre 2010, mais on a eu 2 ans et demi de recherche et développement avant. Puis, de fil en aiguille, c'est sûr qu'on a apporté une pédagogie qui était... Le mot pédagogie, on ne le disait même pas parce que les entrepreneurs ne voulaient pas l'entendre. On a réinventé les mots, on a réinventé on a utilisé, d'autres langages pour notamment beaucoup de références au monde sportif parce que ça on entendait, la discipline, l'entraînement, la performance. Fait que ça collait. On a utilisé d'autres mots, on a fait les choses autrement. Pour finalement créer une école où il n'y avait pas de prof, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de devoir, il n'y avait pas de préalable, puis ça coûtait 55 000 $ en partant. Fait qu'on était complètement flyés. Les cotes idéales. Quand on est parti, l'idée, c'est ça que c'était une idée complètement gigantesque, mais avec un réseau d'appui qui était aussi puissant. Puis c'est sûr qu'on a toujours validé nos idées un peu hors normes avec les entrepreneurs. Et c'est ça. On est retourné vers les entrepreneurs qu'on avait rencontrés pour leur dire vous nous avez dit que vous ne vouliez pas de prof d'université ou pas de prof qui vous disent quoi faire, alors venez enseigner. Donc, le pari qu'on faisait avec eux, c'est OK, alors vous allez être les profs. Et c'est là que ça a amené. Ce qu'on a amené, peut-être, c'est créer un espèce de métier qui était hélicité, qu'on appelait. Donc, c'est pas féliciter, mais bien héliciter. Donc, essayer d'aller capter chez un entrepreneur, chez une personne, ce qu'elle a fait de plus exceptionnel, mais qu'elle ignore finalement, parce qu'elle l'a fait par erreur, puis elle s'est développée. Puis, quand on creuse, on disait, mais réalisez-vous à quel point ce que vous avez fait là, c'était wow. Moi, je me suis trompée, là, je l'ai fait quasiment par erreur, ou j'ai toujours fait ça de même, puis ça fait qu'on est allé essayer de capter ça, puis ça a développé le métier de l'école d'entrepreneurship. Fait qu'après l'école, je vous raconterai l'espèce d'effervescence d'un 7 ans de démarrage où on n'a pas, où on se met à chaque jour la pression d'avoir des résultats exceptionnels puis de toujours créer. Donc ça use, hein, vous allez comprendre que ça use. Et après, j'ai pris une pause pendant quelques mois. Je me suis recentrée sur la vie personnelle, la vie de famille. Et puis j'avais tellement... c'était l'extase, cette école-là. Et je me disais, je ne ferai plus d'entrepreneuriat. Je vais faire d'autres choses. Donc, ça m'a rattrapée, pas long. Ça m'a rattrapée quand, en vacances, j'ai l'idée de créer Rouge Canary. Parce que là, je me dis, qu'est-ce que je ferais? Je ne savais pas ce que j'allais faire. Sauf que je me suis dit, bon, peut-être que je peux encore faire quelque chose en entrepreneuriat, mais je ne me mettrai pas la pression de le définir tout de suite. Je vais juste me donner un véhicule qui va être mon entreprise, qui va me mettre dans le chemin, puis après, je vais être capable de relire cet environnement-là pour essayer de créer quelque chose pour les entrepreneurs qui n'existent pas. Parce que je ne voulais pas recréer une école, je ne voulais pas créer un indice. Je pense que mon métier, c'est semer. Vous allez comprendre que le lien avec le jardinage, c'est imaginer puis semer, puis quand ça part après ça, c'est moins mon truc. Fait que
je me suis laissée embarquer là-dedans à travers Rouge Canary. Fait que une des premières choses un premier mandat que j'ai eu, qui était pas une erreur, mais ça s'est présenté sur mon chemin. J'avais un doute qui m'habitait, alors j'ai pris l'opportunité. C'était pas un bon choix, mais en tout cas, j'ai resté là 2 ans. C'était d'aller faire la fusion de Femmes et Sœurs. Donc, j'ai fait la fusion d'une organisation où il y avait 18 entités dans chacune des régions. Une organisation 100% féminine qui fait du financement pour entrepreneurs. Alors là, j'ai embarqué dans cette fusion-là qui a duré, je suis restée là 2 ans. Donc, je m'étais mal écoutée, j'étais bien décidée à être à mon compte, comme disait toujours mon père, je travaille à mon compte. Mais il y a eu une opportunité de faire la fusion, donc je l'ai faite en ayant un premier mandat pour Rouge Canary. Mais tranquillement, le bras m'a embarqué dans le tordeur, puis là, on m'a dit « Viens travailler ». Là, il m'offrait le poste, puis je disais oui, mais avec telle condition, puis il me les donnait. Fait que finalement, je me suis retrouvée PDG de Femme et Sœurs pendant 1 an, mais c'était pas ça qui fondamentalement m'habitait. Donc, j'ai fini le tour de la fusion pour aller repartir Rouge Canary. Mais là, j'avais perdu 2 ans de réflexion sur ce que je vais faire avec ce véhicule-là. Sauf que chez Femme et Sœurs, j'avais quand même observé, c'est sûr, mis les mains dans l'entrepreneuriat féminin. Mais j'ai aussi observé que, parce qu'on faisait du financement, puis maintenant, on est au téléphone avec toutes les directrices régionales, puis on avait une vingtaine de prêts en difficulté. Puis là, on se met à faire le tour. Ouais, Saguenay, comment ça que tu as 2 prêts en difficulté? Ah, écoute, la femme elle est en burn-out. Puis là, à Gatineau, c'est pourquoi ton prêt en difficulté a été épuisé, puis là, elle veut rembourser, mais elle va pas capable. Fini par faire le tour des régions pour réaliser que sur 20 prêts en difficulté, la majorité était posée par des femmes qui étaient complètement débordées. Puis, tu sais, une espèce de période où est-ce que tu démarres, tu as des enfants, tu as de l'insécurité financière, puis, la croissance arrive, puis tu n'es même plus capable de la gérer. Donc, en créant Rouge Canary, la première atelier que j'ai fait, c'est maîtriser le rythme de vos affaires. Parce que autant la croissance que la décroissance, ça peut être épuisant. Donc, ça fait que tranquillement, je me suis mis à recréer des choses, des produits qui n'existaient pas dans le marché ou avec des partenaires. Donc, c'est ça, Rouge Canary. Là, pourquoi? Rouge Canary, c'est... J'essaie de voir où il y a des opportunités de développer des choses nouvelles en entrepreneuriat, puis j'avance en attachant des partenaires ou en les faisant moi-même. Donc, en novembre, j'ai créé le premier sommet sur l'intrapreneuriat parce que je trouvais il manquait cette thématique-là. Elle a beaucoup, beaucoup à apporter, mais elle est encore, je dirais, est encore au début là, de son ascension. Plus récemment, j'ai créé ce qu'on appelle la classe des entrepreneurs, donc un autre modèle de formation à l'entrepreneuriat, qui est un produit qui est très low profile, que j'avance tranquillement comme un petit bébé que je veux qui grandisse tout doucement. Puis voilà le parcours de Nathalie Riverain. Puis Rouge Canary, c'est, vous savez, il y a des tests de personnalité. Là, moi, je suis très rouge et jaune. Donc, je veux de l'action, donc je crée, puis je passe à l'action directe. Donc, je ne suis pas une gestionnaire de carrière là, qui fait des plans avant de passer à l'action, pas du tout. Fait que ça me représente bien. Puis le canari, c'est un oiseau qui dans le secteur minier, va chanter quand il voit des fuites. Là. C'est un peu un oiseau qui est reconnu comme Il ça. va en avant. Je checkais mon cartable de Nova parce que je pense que je suis rouge et jaune aussi. Fait que là, c'est intéressant. Là, je comprends pourquoi quand je t'ai parlé, ça résonnait beaucoup. Je veux revenir pas à Femme et Sœurs, mais de l'expérience que tu as eue, tu sais, que les femmes s'amenaient en burn-out. On va revenir à ça, mais je vais retourner à la genèse. Tu sais, quand tu as conçu avec Marc, c'est toi qui as fait principalement le travail, je pense, avec le mentorat de Marc, mais on ne dira pas comme ça, mais c'est ça. Tu sais, tu as précisé que c'était quasiment une équipe de femmes, tu sais. Oui. Et tu sais comment je me tiens pour l'élévation du féminin pour qu'on ait un certain équilibre. Peux-tu nous expliquer un peu c'était quoi les avantages de ça, mais aussi les défis d'avoir une équipe principalement féminine? En fait, pour être vraiment précise, à l'extérieur, l'environnement de réseau il était masculin. Oui, c'est des gars, c'est ça. L'environnement de marque était masculin. Donc, ce qui nous a amené un positionnement, une notoriété, à avoir accès à des réseaux auxquels on n'aurait pas eu accès autrement. Mais à l'interne, j'avais une équipe de direction qui était à 90% féminine. Puis pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, parce que
je vois tellement de potentiel chez des femmes qui s'ignorent que moi, je recrutais comme ça. Je vois, il y a quelque chose qui rayonne chez quelqu'un, puis je disais, mais tu réalises que tu peux faire ça? Puis là, il me disait tout le temps, ben non, je pense que je ne serai jamais capable. Mais je me disais, on va être temps avec moi, tu vas voir qu'on va être capable. Fait que ça, c'est un peu mon mode de recrutement. OK? Fait que, je voyais souvent ça chez des femmes qui avaient comme peur d'éclore. Fait que finalement, notre équipe était très féminine. Ce qui fait que dès le départ, dès les 2 ans avant qu'on crée, là, quand on était déjà en mode recherche, on avançait avec une très, très grande humilité parce que de un, on rencontrait les plus grands entrepreneurs du Québec. Même si on a des backgrounds universitaires, même si moi et Katia Renaud, à l'époque, on était professeurs d'université, on n'est pas arrivé là avec nos grandes théories pour essayer de les valider. OK, puis je vous raconterai une anecdote où j'avais un comité aviseur qui était composé de grandes sommités internationales en entrepreneuriat, puis on avait toujours ce choc probablement, c'est un choc d'humilité. On va l'appeler de même, là, où moi, je sais et toi, tu ne sais pas. Donc, la science nous a appris que, alors c'est comme ça qu'on doit faire, mais nous, on n'est pas partis avec cette approche-là parce qu'on rencontrait plus grand chose d'entreprises. On avait le privilège d'aller les écouter. Puis bon, on sait quand même que l'écoute, ça va être un trait qui est plus souvent féminin que masculin. Puis on les a vraiment écoutés. Puis on a essayé de les écouter avec toute l'intuition qui nous habitait pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils ne nous disaient pas. Oui, entre les lignes. Ouais. Entre les lignes. Et ça c'est ce qui nous a permis de créer la pédagogie de l'école. Parce que ce qu'ils nous disaient, pas, c'est qu'ils n'aimaient pas l'école. En fait, si tu veux créer une école puis tu es convaincu que tu sais comment, tu vas écouter juste ce que tu veux écouter pour valider tes hypothèses. Mais nous, on se disait, ils nous disent quelque chose de super important quand ils rejettent l'école. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment ils veulent apprendre? C'est là qu'on a innové. Ça, c'était vraiment quelque chose dans le parcours qui était plus un parcours intellectuel qui nous amène au modèle. Donc, une espèce d'humilité qu'on ne sait pas tout. On va se servir des réseaux des gars, c'est super. On va écouter parce qu'on est capable. Puis, moi, je suis quelqu'un d'intuition. Fait que, en tout cas, quand on écoute puis on veut capter l'essence, on y arrive. Après, quand on a mis l'école en place, ben là, c'était vraiment encore une team gars-filles parce que la gang de boys de Marc qui ont créé le bâtiment. Donc, c'était là, on fournit des portes, on fournit du tapis, puis là, c'était très, très, tu sais, on crée l'école, puis là, tout le monde y a mis les mains à la pâte, chose qu'on n'aurait pas vraiment bien fait. Peut-être que ça aurait été bien compliqué là, de prendre des décisions pour défoncer un mur avec une équipe juste féminine, mais donc, c'est là où toute la magie du réseau, puis du Boys Club, puis je te donne des portes, tu me redonnes un ascenseur, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Travail d'équipe. En Beauce, ils sont beaucoup comme ça. Communautaire, ouais, une espèce de corvée communautaire. Puis il y avait aussi beaucoup de femmes impliquées. Là, et là, quand finalement, on a acheté une auberge. Okay? On achète l'auberge Bénédicte Arnold, qui est une entreprise où il y a une 50aine d'employés qui travaillent. Et on doit faire une école dans une auberge avec le personnel qui était là parce que c'était du personnel syndiqué qui venait avec. Fait que là, imagine de créer une école avec du staff d'hôtellerie-restauration. On avait quand même un beau défi. Là. Mais de fil en aiguille, on était quand même une équipe féminine. Puis je ne sais pas si c'est le souci du détail ou le plaisir de recevoir, ou c'est venez-vous-en chez nous, vous allez être bien. On va mettre la table, puis ça va être cute. Puis vous allez arriver dans un environnement où ça sent bon, puis où c'est beau. Puis on va vous mettre des bons petits plats sur la table, puis on va prendre soin de vous. Puis quand vous allez arriver, on va vous coller parce qu'on est content de vous voir. Fait que l'espèce de care, là, il était là du jour 1. Parce que de un, on pouvait se le permettre, on avait une équipe d'hôtellerie et de restauration habituée dans l'accueil. Puis de deux, ben là, nous, on avait envie de venez-vous-en à la maison, puis on va créer. Fait que c'était à l'école, mais en même temps, on recevait, tu sais, on recevait 25 entrepreneurs à chaque semaine. Ça, ben là, donc on n'avait pas besoin de se convaincre longtemps si on met-tu des belles nappes, puis on met-tu des chandelles, puis on peut-tu faire ça cute, puis on peut-tu mettre de la musique, puis en tout cas, fait que ça a créé tranquillement un environnement différent. Mais tu sais, quand tu parles d'école, tu sais, moi, je n'ai pas été éduqué comme entrepreneur. Moi, j'étais à l'université, puis j'ai fait une maîtrise au HEC en gestion. Puis je te dirais que quand je suis devenu entrepreneur, il n'y a pas grand-chose de ça qui m'a préparé. La seule chose qui m'a préparé, c'est mon expérience dans l'entreprise où je suis habitué de prendre des décisions. Puis donc,
ce que j'entends quand tu parlais, surtout les entrepreneurs que tu parles dans la bourse, des gens qui font des grandes choses, là, c'est qu'ils ont un billet pour l'action. Tu sais. On fait les choses. Tu sais. Puis à un Vraiment. moment donné, les affaires théoriques, tu sais, quand tu parlais des grands sages, là, les théories, tout ça. Donc, toi, tu es une doctorante, tu étais un doctorat, et là, tu es allé dans l'action. Tu sais, à un moment donné, tu dis, c'est intéressant comment tu le décris. Tu sais, je suis économiste. Fait que les économistes, eux autres, ils n'ont pas les mains dans la pâte. Là. Ils font des beaux rapports, puis, excuse-moi, là, je ne veux pas t'insulter, mais c'est ça que je. Puis éventuellement, ben là, tu t'es rapproché. Puis là, quand tu étais allé à l'école d'entrepreneurship de base, tu étais en plein dedans. Là. Parce que là, tu avais. J'étais dans. Tu étais dedans. Tu avais des gens qui font arriver les affaires. Oui. Puis là, ils t'ont dit, on ne veut pas une école traditionnelle. Fait que là, tu as besoin de les avoir écoutés. Et Oui. c'est sûr que ça a fonctionné parce que je connais plein de gens qui sont allés. Puis c'est un moment fort dans leur carrière d'entrepreneur. Tu sais. Et une des questions que je t'avais posées, que je voulais te reposer devant les gens ici, tu sais, moi, j'avais une perception, parce que je ne connaissais pas les gens, que c'était la croissance à tout prix. Et quand je t'ai parlé, bien, quand j'ai vu Marc la première fois, j'ai bien senti que ce ne serait pas ça. Là. Mais quand je t'ai parlé au téléphone, j'ai senti qu'il y avait un équilibre. Tu sais. Et tu m'as raconté que dans les années, il y a eu une évolution aussi pour le bien-être en même temps que la croissance à tout prix, ça brûle du monde. Hein? Oui. En fait, dès le départ, quand on a fait nos recherches, puis quand on a parti le programme, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il n'y avait pas de recette pour entreprendre. La plus belle recette que chaque entrepreneur pouvait développer pour lui-même, c'est de se connecter sur ce qui était. Puis, fait il y a 1000 entrepreneurs qui sont passés à l'école, puis le succès de cette école-là passe par le fait qu'il y en ait 1000 qui soient complètement différents les uns des autres. Ça fait que ça, il faut vraiment déjà se connecter sur soi pour être là. Puis dès le jour 1, ça faisait partie des conditions favorables qu'il fallait mettre en place, c'est-à-dire s'assurer que les gens arrivent là et qu'ils soient vraiment authentiques. T'sais. Qu'ils finissent par casser le moule. Puis ça faisait partie de notre approche de coaching, de se dire, lui, on va le casser. Parce que là, il a sa coquille, puis il est pris là-dedans, puis il ne peut pas grandir. Fait que je pense que la majorité des entrepreneurs qui ont passé par les 2 ans de B ont fini par laisser changer de peau, là, l'analogie avec la croissance du homard, on l'a souvent utilisé. Là. Donc, laisser une carapace pour s'en construire une autre, puis le grandir. Comme entrepreneur, puis forcément, ça finit par avoir de l'impact sur les entreprises parce que celui qui grandit va être capable de mieux s'entourer, d'équipe plus forte, là, de fil en aiguille, d'aller là. L'autre chose qu'on a mis en place, là, ça venait quand même du fait féminin, c'était que sans émotion puis sans expérience, on ne pouvait pas apprendre. Parce que l'entrepreneur, des fois, il apprend sur le tas. Mais sur le tas, il faut que ça fasse mal. Il faut qu'il ait appris ou il faut qu'il ait eu le vertige. Fait que, on a rapidement créé des conditions où est-ce qu'il allait avoir de l'émotion qui allait se vivre. Puis on allait tirer parti de cette émotion-là. Fait que, souvent, on disait qu'on ne faisait pas c'était pas des plans de cours, mais c'était des scénarios. Un peu comme on fait des scénarios de films. Puis, tu sais, dans un film, il y a une trame émotive. Puis, cette trame émotive-là, tu peux lui donner de l'intensité. Puis, tu peux jouer dessus, cette intensité-là. Ça, c'est une question de. C'est là que le métier rentre, là, quand on est capable de créer cette trame émotive-là. Tu crées des expériences. Tu sais, il y a des gens sages qui disent que les émotions, c'est de l'énergie en action. Les émotions, il y a beaucoup de sagesse dans les émotions. Puis, c'est intéressant parce que tu as enseigné au HEC, tu as étudié longtemps. Tu sais, on réfléchit souvent comment qu'on développe nos jeunes dans l'entrepreneuriat ou pas. Tu sais, est-ce on nourrit leur tête ou on nourrit leur cœur? Et moi, comme entrepreneur, mon expérience, c'est qu'il y a autant de cœur que de tête, sinon plus. Tu sais, ça se passe vraiment là. Tu sais. Je voulais te poser une question pour mettre la table. Au Québec, là, d'après, parce que tu dois être une des personnes qui sait ça, l'entrepreneuriat, c'est quel pourcentage de l'économie? Sur 210 000 entreprises, là, donc il y a peut-être 1 ou 1,5 chefs d'entreprise. Ça fait quand même un bon bassin d'entrepreneurs. Mettons qu'on va dire qu'il y a 500 000 personnes là, qui sont en affaires et qui dirigent. La majorité, quand même, ce sont des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Donc, 98 de ces entreprises-là vont être en termes de produits intérieurs bruts, là, on est à peu près à 40-45 %. Donc, c'est beaucoup. C'est surtout le moteur économique de bien des régions.
là, je reviens au Saguenay, là, mais la PME, c'est vraiment le moteur économique de bien Hmm. des. J'ai une question. Tu passes beaucoup de temps avec des entrepreneurs et quand on s'est parlé pour faire ce webinaire-là, tu me parlais certaines observations, peut-être certaines préoccupations par rapport à la santé physique, mentale, tu sais, parce que tu sais, les entrepreneurs, on a dû travailler à la maison comme tout le monde, mais les inquiétudes, hein, les contraintes, le business. Et donc, parle-moi un peu de tes observations. Qu'est-ce que tu as observé, tu sais, depuis les 3-4 derniers mois? Puis Oui. peut-être qu'est-ce que tu observes aussi, qu'est-ce qui te préoccupe? Puis peut-être certains conseils, tu sais, que tu aurais pour certaines personnes. Mhm. Oui, bien, c'est ça, j'accompagne des groupes d'entrepreneurs. Fait que j'ai comme vu trois, quatre cycles dans la COVID. Tu sais, je me rappelle, on était en pleine classe, on était 10 entrepreneurs, puis là, les courriels rentraient, puis les cancellations arrivaient. Fait que on a vu, là, j'ai vu le choc arriver dans les yeux de mon groupe. Puis, puis là, ce qui s'est passé pendant le premier mois, c'est que tu sais, l'entrepreneur est quand même résilient, puis là, il y avait une crise à gérer, fait que tous les entrepreneurs se sont mis les deux mains, écoute, à la pâte, là, puis OK, on gère la crise, puis on la gère au quotidien, puis on mobilise les gens, puis fait que franchement, là, pour le premier bout de la crise, ça a été on se revire de bord, fait que c'est gestion de crise au quotidien pour la plupart, puis c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça pour s'en sortir. On refait les budgets, on recalcule, on prend des décisions parce que là, il faut en prendre rapidement parce que de toute façon, si on n'en prend pas, le gouvernement en prend à notre place. Là. Fait que ça a été une espèce de premier mois comme ça. Après le deuxième mois, ben là, tout le monde était arrivé à la maison. Ah, fait que là, oups, les entrepreneurs ont appris carrément un nouveau mode de travail, déjà dehors. Il y en a qui ont apprécié, ils ont comme récupéré du temps. Fait que là, ce temps-là, ils l'ont retravaillé encore plus, OK? Fait que là, parce que là, tu es à la maison, fait que tu réalises pas que tu vas tomber dans le piège de travailler jour et nuit, ton ordinateur est là, puis tout le monde est à la maison. Fait que là, tu es sous des chiffres. Il y en a qui commencent à 5 heures parce qu'ils ont des enfants, puis il y en a d'autres qui finissent à 11 heures parce qu'ils ont les mêmes raisons. Fait que, oups, on a vu qu'il y avait quand même. Ils étaient tous à la maison, ils ont récupéré une espèce de performance. Ils ont travaillé plus longtemps, plus d'heures. Et puis là, après ça, tranquillement, l'économie revenait. Fait que là, c'était tranquillement de préparez-vous à revenir au travail. Puis là, ce que j'ai observé, en tout cas, c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup, beaucoup donné à rassurer leurs employés. Beaucoup, beaucoup donné à essayer de ramener. Donc, encore une fois, bonne mère, bon père de famille, bonne mère de famille, on a fait ce qu'il fallait, on a mis les choses en place. Vous pouvez revenir à l'entreprise, on va prendre soin de vous. Beaucoup, beaucoup se sont donnés à rassurer leurs employés, rassurer leur cadre. Tout le monde n'avait pas le choix parce qu'il faut que tu te rassures toi-même, rassurer pour que l'entreprise reparte. Puis là, à travers ça, évidemment, il y a les calculs, les préoccupations financières. C'est sûr que toutes les subventions ont vraiment permis de mettre un plaster sur la fuite. Mais ça reste juste un plaster sur la fuite. On ne sait pas l'automne comment ça va être. Mais ça a été rassurant sur le plan financier. Puis, écoute, il y a eu deux, trois chemins où ça s'est passé. Ça veut dire qu'il y a des business qui roulent tempête. Ça fait que non seulement on a des contraintes de COVID, mais les clients sont en demande, notamment tout ce qui est plus rénovation, cocooning, prendre soin de la maison. Donc, gérer une croissance en période de crise, ça fait quand même deux affaires. Puis d'autres qui ont des enjeux de marché. Donc, et donc là, c'est plus on révise à la baisse, on fait des prévisions réalistes. Fait que là, les entrepreneurs sont quand même très épuisés. Là, en ce moment, les vacances sont salutaires, sont importantes, sont prioritaires pour, parce que l'adrénaline de la crise, puis l'adrénaline je récupère du temps, puis l'adrénaline de on repart la machine. Là, ça, c'est les 3 derniers mois, 4 derniers mois. Fait que là, je ne sais pas si vous savez, mais l'adrénaline, ça gruge par en dedans. C'est bien challengeant, c'est bien le fun, mais ils vont tomber en vacances bientôt, les entrepreneurs. Ça se peut qu'ils soient fatigués une semaine ou deux à plus d'image. Puis en plus, ils vont prendre leurs vacances à la maison, pas trop loin. Fait que, c'est le cocktail parfait pour ne pas vraiment se reposer. Les travaux de la maison et tout ça. Là. Tant qu'à pas partir en vacances à l'étranger,
faire le grand ménage, on va Ouais, je connais vider le ça. garage, on va, tu sais. Parce que là, tu sais, c'est quand même, ils ont de la misère à décrocher et à être pas dans la performance, nos chefs d'entreprise. C'est comme ça qu'ils réussissent, mais en même temps, c'est comme ça qu'ils se brûlent. C'est intéressant parce que ce matin, j'avais un sac d'hommes, puis c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, je suis entrepreneur et j'ai dit, là, mon corps est épuisé, ben, mon cerveau commence à être fatigué. Puis là, ben, on essaye, tu sais, on en a parlé, toi et moi, l'autre fois, on essaye de. Moi, je vends des événements, mais au mois de septembre, octobre, le monde ne sont pas là pantoute. Le monde dit, donne-moi un break, là. J'ai passé 4 mois sur le Zoom, Stéphane. Fait que ce que j'ai décidé ce matin, c'est que je prendrais 3 semaines pour écrire mon livre. Tu sais, je vais m'immiscer dans d'autres choses. Parce que, puis là, tu vas dire, mais Stéphane, c'est pas des vacances, tu as raison. Là, je suis en train de travailler pour dire, non, je vais décrocher vraiment. Mais je le sens ce que tu dis. J'avais une question pour relier. Là, tu parlais des femmes. Okay? Moi, je coach principalement des femmes. Et ce que tu as décrit tantôt, là, je le vois, beaucoup des femmes dans la trentaine, tu sais, qui ont entrepreneurs, le mari ou le chum travaille à temps plein, puis eux, ben, ils ont les tâches de mère. Tu sais. Là, j'en vois là, qui, oh boy, ils sont à bout. Là, tu sais. Puis, fait que peux-tu nous parler un peu de ça, puis quel conseil tu aurais pour ces gens-là? Parce que, tu sais, c'est une question, tu sais, une carrière d'entrepreneur, c'est long, hein? On n'est pas obligé de tout faire au début. Fait que comment gérer ça en fonction des cycles de la vie aussi, tu sais? Écoute, ben, je l'ai fait, ça, là. Tu l'as fait toi-même. Oui, je me suis ramassée à naviguer entre mère monoparentale, démarrage de bébé pendant 7 ans avec une très, très grande intensité, puis nouveau conjoint qui avait besoin d'avoir une blonde à la maison. Ben, dans ce contexte-là, il y avait 3 sphères de ma vie qui étaient pleinement occupées, mais les autres sphères de ma vie n'étaient pas du tout nourries. Parce que là, tu dis, ça c'est plus important que moi, que j'aille faire un souper de filles, puis c'est plus important que j'aille passer une journée avec ma fille que passer une journée au spa pour me reposer. Puis finalement, tu finis par te faire une fausse cassette que l'entreprise, que tes enfants, puis que ton conjoint ou ton environnement familial sont plus importants que toi. Mais il n'y a pas de place dans ce contexte-là pour se renourrir. Puis là, ben, quand l'entreprise prend de l'envergure, quand ça va bien, ben, ça prend plus de temps, puis ça prend plus d'espace mental, puis ça prend plus de... Puis on veut performer hein, à travers ça. Puis la maison, il faut qu'elle soit en ordre, puis ça fait beaucoup, beaucoup à la fois. Mais moi, je vois beaucoup de femmes qui finalement se retrouvent à avoir plus de sens à leur vie. Parce que tu es toujours dans le don, puis tu peux pas te ressourcer si tu n'as pas d'espace pour le faire. C'est peut-être ça le défi actuellement là, de la COVID, c'est que si tu n'as pas d'espace pour te ressourcer, ta tête, elle va s'épuiser sur des... Tu vas sortir comme une espèce d'éponge qui va toujours être squeezée au maximum. Puis tu me dis, Stéphane, que tu veux écrire un livre pendant 3 semaines, mais je te garantis que ton livre, tu vas l'écrire en 1 semaine si tu prends 3 semaines de vacances. D'accord. C'est ça que j'ai réalisé en te parlant. En le disant, je l'ai réalisé. Parce qu'il faut faire de l'espace pour après ça avoir de la créativité et d'énergie. Fait que moi, les femmes que je coach qui sont dans cet esprit-là, je leur raconte des histoires, puis je leur parle tu sais, ça arrive que tu sois vidé, là. Que tu sais, les dépressions professionnelles au tournant de la quarantaine, là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a rien qui nourrit à part le travail. Puis, tu sais, c'est une priorité. Puis moi, j'ai une fille de 17 ans, puis c'est sûr que je veux qu'elle travaille puis qu'elle étudie, mais tu sais, je dis ta job, c'est de trouver ce qui te plaît dans la vie parce que, puis pas juste dans le travail. C'est parce que c'est avec ça que tu vas te nourrir, puis ça va être tellement important, puis ça va tellement t'apporter, puis ça va tellement t'habituer à te nourrir. C'est peut-être par le sport, c'est peut-être par l'art, que tu ne laisseras pas tomber ça, ce projet de vie important-là. Puis ça nourrit tout au cours de la vie. Puis on a plein de fausses croyances, tu sais, qu'il faut répondre à nos employés du soir, qu'il faut... moi, je te déconstruis ça un après l'autre, tu sais. On a plein, puis si tu fais des analogies avec les jardinages, on va y venir, mais il y a plein de mauvaises herbes qu'on a dans nos vies, de mauvaises habitudes qui nous grugent du temps puis qui nous empêchent d'être 100% présente avec nos enfants quand on est avec nos enfants, 100% présente avec nos employés quand on est... Tu sais.
Puis travailler sur la présence, là, c'est sûrement ce qui est le plus sage. Mais je pense qu'on en parle de plus en plus, tu sais. Puis il faut vraiment continuer d'en parler. Il n'y a rien de mieux que le vivre, là. Tu sais, cette période-là, peut-être qu'elle va nous permettre aussi de vivre un ralentissement puis d'apprécier que notre horaire ne soit pas autant chargé. Moi, c'est ce que j'ai vu. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient se créer des petits moments. Déjà, il n'y a pas de voyagement pour aller au bureau. Les gens ont tous sauvé 30 à 60 minutes. C'est intéressant ce que tu décrivais comme situation. Je l'ai vécu avec 2 personnes que je coach dans la trentaine. Et il y en a une qui a dit le vide hier. Tu sais. Mais j'ai dit, c'est parce qu'elle a un jeune enfant, elle est entrepreneur. Mais j'ai dit la même chose. Il faut t'aller nourrir à l'intérieur. Là. Tu sais, c'est toi. Là, tu sais. Nathalie, toi, tu es entrepreneur aussi, tu es mère. Qu'est-ce que tu fais pour être bien dans ta vie, à part le travail? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour t'amener du bien-être? Je connais la réponse, mais j'aimerais que tu en parles. Je faisais pas ça avant de quitter l'école, OK? Parce que j'avais vraiment juste 3 heures de ma vie que je nourrissais, parce que je pensais que l'école était vraiment plus importante que moi, puis que ma fille était vraiment plus importante que moi. Donc, je l'ai appris à la dure, parce qu'à un moment donné, je n'avais plus d'idées. Tu sais, à un moment donné, le cerveau, tu sais, à un moment donné, tu te retrouves dans des décisions, puis tu n'as aucune idée de quelle décision prendre. Ça roule plus là, dans ce temps-là. Fait que, mais maintenant, j'en ai plein de choses comme ça. Puis je suis vraiment chanceuse parce que là, je leur donne toute la place. Fait que c'est sûr que j'ai toujours beaucoup cuisiné. Puis c'était une espèce de moment de transition en arrivée du travail puis arriver à la maison. Fait que tu fais le vide puis tu cuisines. Même avec une jeune enfant, là, je l'amenais avec moi dans mon environnement. Une chance que j'avais ça, c'était mon ancrage à la maison. Évidemment, j'ai fait du sport aussi, mais mon sport dans le temps de l'EEB, il était relié à l'EEB. C'est-à-dire qu'on avait toujours, on se mettait le défi d'aller monter le Mont Washington. Fait que finalement, c'était du sport, mais il fallait que je sois en forme pour livrer ma job. Fait que c'était parfait. Ça me mis en forme, mais c'était quand même conditionné par un objectif de business. Okay? Mais après ça, plus récemment, j'ai vraiment trouvé du temps pour créer, puis pour m'enraciner. Puis c'est ça que depuis toujours, je jardine, mais j'ai habité Montréal pendant longtemps, puis j'avais pas d'espace. J'étais toujours frustrée par mon environnement, il me manquait de place. Je coupais des arbres, je coupais des branches parce que je voulais du soleil, puis j'avais des plantes sur des terrasses et tout, mais écoute, c'est pas idéal là, quand tu veux faire un gros jardin, de vivre en plein cœur du plateau. Fait que c'est ça que quand je suis déménagée à Québec, je me suis vraiment mis à laisser de l'espace à ça. Puis c'est magique comment ça me permet de me ressourcer parfaitement. Puis c'est une très grande passion. Je passe l'hiver à lire des livres sur le jardinage le matin, à concevoir mon potager, à imaginer quelle recette je vais faire avec. Je magasine mes graines, je les reçois, je les ordonne comme si j'étais une collectionneuse de graines. C'est ce qui me permet de vraiment me vider la tête complètement. Puis, je réalise que semer, c'est un verbe qui est important pour moi. J'aime ça, semer des idées, puis j'aime ça, semer des jardins, puis j'aime ça, ordonner des idées, concevoir des choses, puis j'aime ça, concevoir un jardin. Puis, de plus en plus, puis c'est ce que le COVID m'a permis, là, c'est de pousser ça au maximum parce que j'ai du temps pour réfléchir en ce moment, puis faire plein d'analogies avec les affaires, finalement. Il y en a plein d'analogies. Je pensais que j'en avais 5-6, mais à préparer notre heure de rencontre, je suis rendue à 15. C'est 15 choses que la nature m'enseigne à chaque jour. Puis je me dis, ça, c'est comme dans le business. Puis, Caroline, qu'on devrait enseigner jardinage aux entrepreneurs. Mais moi, je te l'ai dit l'autre fois quand je t'ai parlé, il y a un mois environ, j'ai eu peut-être parce que j'étais en connexion avec toi dans l'énergie, j'ai eu une intuition que le leadership conscient, c'est de devenir un jardinier. Donc, c'est vraiment... on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, on peut lui montrer ce qui est possible, mais la personne doit faire son choix en fonction. C'est d'avoir un terreau fertile, d'amener beaucoup d'amour, de lumière. Je ne suis pas un jardinier dans la vraie vie, là, mais là, je considère... Et depuis que j'ai cette posture-là, j'ai beaucoup plus de succès avec mes clientes. Ils grandissent encore plus vite. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace qui est créé. Tu sais. Nathalie, est-ce que tu aimerais ça qu'on demande aux gens s'ils veulent te poser des questions? Oui, c'est sûr. On a une, j'aime pas le mot expert, mais on a une personne qui connaît beaucoup l'entrepreneurship. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir ou poser des questions? Vous êtes bienvenus. Vas-y, M. Normand.
faut juste... Vas-y, Normand. Premièrement, merci, Steph, parce que je suis arrivé un peu en retard. J'ai terminé un coaching, mais là, je vais m'adresser. Je peux vous appeler Madame Rivry ou Nathalie? Nathalie, ça va être préférable. Nathalie, je parle à une roue blonde, fait que j'ai 5 points en rafale puis une demande. Je sais comment. De moi. J'ai pris beaucoup de notes, puis je vais l'écouter, l'enregistrement, je vais le réécouter parce qu'il y a des diamants là-dedans. Le deuxième point, c'est dans la deuxième cohorte, il y avait une collègue à moi, Ariane Cloutier, je suis sûr que tu t'en souviens. Et tout, on est en contact. Elle m'a parlé beaucoup, elle m'a montré le binder de EEP, puis et tout, et tout. Puis il y a aussi Guy Michaud, qui est un ami et collègue à moi, qui m'a parlé d'entrepreneuriat. On se parle tout le temps avec ses fils, là. J'ai formé justement chez Génacol. Tu me parles que EEB est basé sur l'émotion avec des scénarios, puis ça a évoqué quelque chose en moi, parce que j'ai été formé par Suisse Nova. J'ai même eu la chance d'aller en Suisse, justement, parce que c'est basé sur Paris Labarthe et EEB. Mais je suis surpris de voir que moi, comme jaune-rouge, puis jaune très, très, puis tu le sens ça. Puis même, tantôt, je me sentais coupable, puis là, il faut que tu le lises, là. Quand Steph m'a dit « Bonjour, Norm », j'ai ouvert mon jaune. Puis ensuite, quand je t'ai vu, je dis « Oh non, ça fait à peu près 2-3 ans que je veux contacter Mme Rivrin. Là, je viens de me tirer dans le pied. Je viens de montrer mon jaune. » Fait que tu vois tout le fardeau de la culpabilité d'un jaune. Oui, je suis un ingénieur comme Steph. Oui, j'ai travaillé à Shell Canada, à Petro-Canada. Oui, j'ai travaillé au Saguenay, puis toutes les compagnies que tu as nommées. En tout cas, j'en ai nommé parce que j'ai couvert le Saguenay, là. Mais de voir qu'un jaune était mal perçu et voire même ça a tué ma carrière, puis toi, tu as fondé une école, puis tu as assumé ton rouge-jaune. J'étais ému, puis je le suis encore. Non, mais oui, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais de t'assumer en couleur en ce moment, c'est fou. Puis je termine avec une grande, grande, grande demande. J'aimerais ça, dans peut-être un mois, parce que j'ai un horaire fou en juillet, là. J'aimerais ça vous recontacter, te recontacter, Nathalie. Ça fait plaisir. Oui. En ce moment, puis Steph, je te donne un câlin virtuel. Merci beaucoup, puis c'est tout. Plaisir. Merci. Juste parce que le côté coupable du jaune, c'est qu'on a plein d'idées et on n'est pas capable de les réaliser. C'est ça que je comprends. Puis, juste pour vous dire comment on a utilisé ça, c'est que parce qu'on a très rapidement, on a rentré le test des couleurs à l'EB. Parce que c'était quelque chose de simple à comprendre pour nos entrepreneurs. Puis pour essayer de communiquer, c'est toujours l'enjeu de communiquer, hein, comment un bleu va percevoir un jaune. Puis à un moment donné, dans mon équipe de direction, il y avait quand même beaucoup de rouge. Puis j'avais des mains comptables, une coupe de comptables bleus. Puis là, je trouvais qu'on manquait de créativité. Fait qu'on a embauché une artiste complètement fly. Là, faut que, ce département, là, il commence à être trop drabe. On va rentrer, embauchez-moi quelqu'un de fly. Parce que là, on a besoin de ces idées-là de fou, puis on a besoin de travailler avec. Fait qu'on a travaillé avec ça. Fait que ça va me faire plaisir, Normand. Tu sais, Normand, Nathalie, moi, ce que je comprends, c'est peu importe ce qu'on est, j'ai réalisé ça avec mon profil. Il faut juste l'assumer. On est comme ça, je veux dire. Et toute ma vie, moi, j'ai essayé de tamiser qui j'étais pour fuiter dans la drape de la société. Mais non, moi, je suis flamboyant. C'est comme mon Golden Retriever. Là. Je comprends pourquoi j'ai un Golden. Il est pareil comme moi, tu sais. Fait que, tu sais, il faut s'assumer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires et des questions? Merci, Normand. Claire. Bonjour Nathalie, de native d'Arvida, donc saguenayenne aussi. J'ai pas trop l'accent, mais je le prends quand j'y vais. Okay, ouais. Rouge-jaune également, mais les 4 couleurs au-dessus de 50, fait qu'assez équilibré quand même. Entrepreneur, je dirais que je suis probablement tombée dans la potion, mais sans trop savoir ce qui était là parce que j'avais 2 parents enseignants. J'avais pas de modèle, sauf mon grand-père qui était maire d'Arvida, qui était foreman à l'Alcan, puis qui avait une petite imprimerie dans son sous-sol. Et là, on vient de nommer en même temps que ça la douance, la multidisciplinarité, multipotentialité. Moi, je vendais des bleuets à 8 ans, porte à porte, 10 cents d'hiver. C'était ma première entreprise. Puis ça a été comme ça toute ma vie, mais j'assumais pas, donc je retournais travailler pour quelqu'un, puis je repartais quelque chose, puis histoire sans doute de plusieurs entrepreneurs. Ça m'amène à une question que j'ai écrite dans le chat tantôt, parce qu'il y a 3 ans, j'ai dirigé une petite organisation qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en milieu scolaire et où on permettait aux jeunes de secondaire de monter une entreprise de A à Z et de la démanteler à la fin de l'année.
Et c'était magnifique de voir ces jeunes-là, mais ça m'a fait réaliser que probablement que la plupart des entrepreneurs qui s'ignorent sont des potentiels décrocheurs. Et que maintenant qu'on connaît cette statistique-là, je comprends juste pas pourquoi on ne les dépiste pas en secondaire 1, secondaire 2, puis qu'on ne leur fait pas travailler ces compétences entrepreneuriales-là beaucoup plus rapidement, puisque c'est le nerf de la guerre de la communauté, l'entrepreneuriat. Ouais, ton avis là-dessus? Ah ben c'est une super bonne question. Puis ça, j'ai une anecdote là-dessus parce que quand j'ai fait les entrevues pour la cohorte 3, en entrevue, chaque entrepreneur me disait, ben moi, c'est pas pareil. Ben moi, je suis différent. Ben, moi, je suis dyslexique. Ben moi, j'ai décroché. Ben moi, finalement. Fait que ce qu'il y avait le plus en commun, ces gens-là, des gars, des filles de toutes les régions, c'était leur petit... Ils se sentaient coupables de leur petit côté rebelle puis différent. T'sais. Fait que finalement, j'ai dit, c'est ça que vous êtes, le rebelle. Puis c'est Laurent Baudouin qui a parti la cohorte. Puis il y avait exactement la même histoire à raconter. Fait que c'est ça. Mais dans les écoles, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits dans les écoles pour essayer de repérer le potentiel entrepreneurial puis au moins le développer. Fait que tu as le concours québécois qui s'appelle maintenant « Ose entreprendre ». Mais c'est toujours une question de personnalité. Tu sais, tu as un excellent directeur d'école qui est un incroyable gestionnaire. Il veut mettre en place des processus qui lui ressemblent. Même chose avec un enseignant qui a besoin de rigueur, qui a besoin de gérer, tu sais. Ça fait que c'est très, très variable dans le système scolaire partout au Québec. Tu as des enseignants qui trippent sur l'entrepreneuriat parce qu'ils ont cette fibre-là, donc ils ont une plus grande capacité à la percevoir chez les jeunes. Puis t'en as d'autres qui ne le voient pas. Fait que, ce que ça prendrait, c'est bien des ressources pour former les enseignants à identifier ce potentiel et développer le potentiel des jeunes. Puis pas juste en entrepreneuriat, on se réfère puis on se reconnaît par nos couleurs, mais juste apprendre aux jeunes à se découvrir, donner des outils pour se découvrir un peu plus tôt, ça serait déjà magique. Mais il faut le faire avec les enseignants. Mais dans des écoles qui tombent en miettes, je veux dire, c'est toute une question de priorité. On le sait, on gère des business. Ouais. Moi, j'ai fait faire... Bien, en tout cas, plus par l'action, tu sais. Parce que ce que je vois, moi, ce que j'ai vu toute ma vie et encore aujourd'hui avec les plus jeunes, c'est le manque de possibilités d'action, tu sais, d'apprentissage-action. Il y a de plus en plus de petites écoles qui se forment à gauche, à droite, là, au primaire surtout, mais de pouvoir se lever de sa chaise puis aller mettre ça en application au lieu en théorie puis en cahier. Puis, et c'est là qu'ils stagnent de l'école, les entrepreneurs, c'est que ça ne va pas assez vite puis ils ne peuvent pas assez expérimenter. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais tu peux dire tu aussi. En ce moment, il y a un mouvement, il y a un mouvement avec Pierre Lacroix, Pierre Lavoie, Pierre Ricardo, puis Pierre Thibault, l'architecte, qui vise à recréer des modèles d'école. Donc, ça s'appelle les Lab Écoles. Donc, je pense qu'il ne se fait pas rien en ce moment, mais développer l'école, ça a pris 2 ans et demi. Là. Donc, développer des pédagogies innovantes, ça prend du temps. Surtout quand tu touches aux enfants. Fait que là, il faut que ça prenne encore plus de temps pour que ce soit un peu plus éprouvé. Là. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. Il se fait des choses. Mais il faut être patient. Merci. Il y a des écoles. Moi, j'ai l'école Collège Le Tendre à Laval qui m'ont contacté l'année passée, qui enseigne. Écoute, ils sont venus avec une gang de jeunes. Là, ils faisaient de l'entrepreneuriat conscient. C'était vraiment cool. Là. Et à un de mes sommets, il y a un jeune homme de 15 ans qui a parlé comme un futur premier ministre. C'est incroyable comment il y avait de l'entrepreneuriat. Il gérait tout le café puis la salle de spectacle du collège. C'était vraiment fou. Là. Donc, eux autres, ils semblaient faire quelque chose. Tu sais. Évidemment, c'est un collège privé. Donc, comment on applique ça à... Et l'autre chose, je ne sais pas si tu es d'accord, Nathalie, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome. Hein? Comme moi, le fait que je suis entrepreneur devenu à 50 ans, c'était bon que j'ai été cadre avant. Ça m'a donné toute l'expérience pour faire ce que j'ai fait en 3 ans qui n'aurait peut-être pas été possible. Tu sais, il y a différents chemins pour s'y rendre, peut-être. Là. Il y a plein de chemins pour s'y rendre. Puis, souvent les entrepreneurs les plus pressés vont décrocher tôt, mais il n'y a vraiment pas de lien, de corrélation entre leur succès et leur décrochage, malheureusement. Là, ils vont chercher, là, ils vont apprendre différemment. Super. Excellent. Est-ce que tu... moi j'ai voyagé beaucoup. J'ai regardé ce qui se fait dans d'autres pays. Cette école-là, ça m'a l'air d'être un joyau québécois par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays au niveau de l'entrepreneuriat. Là.
Moi, je pense que ça l'est encore, être encore à l'avant-garde dans ces pratiques, oui, absolument. Moi, je la Parfait. voyais internationale, hein, ça fait que Ouais. dans mes idées de grandeur, parce que on était approchés quand même par toutes sortes de monde, là, tu sais, mais Uh-huh. faut donner le temps au temps, tu sais. En même temps, quand tu crées puis tu innoves, on innovait au quotidien. Fallait donner le temps à la recette de se Mm. raffiner, de peaufiner, à mon avis. Mhm. Ça prenait peut-être 10 ans, justement. C'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Commentaire? Lucie, Oui, vas-y, Lucilia. Luciola, je m'excuse. C'est comme Luciole avec un A Ben aussi. oui, mais là, je viens de le savoir, là. Nathalie, vous avez parlé beaucoup par rapport aux femmes entrepreneurs qui sont épuisées par rapport à toutes ces tâches de travail, son rôle et la volonté aussi d'agrandir son entreprise et de faire marcher tout son business. Et j'aimerais savoir si vous avez comme un consigne à donner pour une personne qui commence, qui débute avec tout ce qu'on passe à ce moment, avec la COVID, avec tout ça, par rapport à essayer de maintenir la santé mentale, la qualité de vie et aussi pouvoir développer son entreprise et son projet personnel. Et si vous avez une suggestion. Absolument. C'est un peu l'atelier que j'écris qui s'appelle « Maîtriser le rythme de vos affaires ». C'est que, dans le fond, c'est de maîtriser le rythme. Tu sais, dans le fond, c'est d'être en contrôle de la croissance de votre entreprise. C'est de pas de mettre des objectifs trop ambitieux. Okay, d'y aller par étapes, d'être capable aussi de déléguer le plus rapidement possible, ça dans quoi vous êtes le plus incompétente. Okay? Parce que souvent, ce que je vais voir, c'est que des entreprises peut-être plus masculines ou avec des équipes, ils vont se structurer puis ils vont dire ça prend tant d'argent pour opérer, donc oui, il faut rentrer comptable. Et donc, ils vont se donner les moyens d'opérer une entreprise qui avance. Okay? Souvent, on va avoir peut-être peur, on va avoir peut-être peur de s'endetter ou de prendre des risques plus importants. Donc, on va sous-budgéter ce que ça prendrait comme aide pour vraiment faire avancer notre entreprise puis avoir une belle croissance et travailler un nombre réaliste d'heures. Fait que moi, je vois bien des femmes et des hommes là, qui vont se faire violence à faire toutes les tâches de leur entreprise parce qu'ils ne sont pas capables de budgéter ou même d'augmenter leur prix en conséquence. On ne devrait pas passer ses soirs et ses week-ends à faire la comptabilité. Il y a des gens qui aiment vraiment ça faire ça. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Puis c'est pas une dépense, c'est vraiment du temps gagné parce que pendant que vous êtes les soirs et les week-ends, vous ne faites pas votre comptabilité, vous vous reposez. Puis le lundi, vous avez le couteau dans les dents pour être capable d'aller vendre puis avec l'énergie que ça prend. Puis, tu sais, des fois, en maîtrisant davantage les aspects financiers, on va charger plus cher. Puis ça aussi, on a tendance à passer ça, à charger cher parce qu'on doute de nos compétences ou on doute de quelque chose qu'il faut régler. T'sais. Puis, tu sais, quand on est fatigué, on doute plus. On est moins bon pour se vendre, on est moins bon pour vendre nos produits. Mais quand on est reposé, puis qu'on est... Tu sais, quand on arrive de courir là, ou de s'entraîner, cette énergie-là, là, elle nous permet vraiment d'être meilleur à vendre, je pense. Pour l'avoir vécu, je pense qu'on est meilleur là, après avoir pris soin de soi pour bien se vendre et vendre son entreprise. Puis après ça, il y a toute une question de priorité. Des fois, quand on est créatif, on veut on veut faire beaucoup de choses parce qu'on voit ce qu'il y a à faire. Mais là, la grande difficulté, c'est de faire des choix. Puis, choisir, c'est renoncer. Ça fait mal, choisir. Mais quand on veut avoir une business en santé, il faut vraiment apprendre à prioriser ce qui est important pour l'entreprise, ce qui est important pour soi. Parce que je vois bien des entrepreneurs qui en prennent trop. Des fois, c'est l'ego qui embarque. Je dis toujours aux jeunes entrepreneurs que j'accompagne, faites attention aux concours puis aux publicités. Puis, tu sais, on cherche des super vedettes de l'entrepreneuriat, tout le monde. L'écosystème qui entoure les entrepreneurs là, veut être celui qui découvre le futur Dominique Brown. Okay? Fait que ça se peut là, qu'on vous dise hey, « faut que tu viennes à tel cocktail, puis il faut que tu t'impliques sur le CA de whatever, puis as-tu donné ton nom au concours des femmes d'affaires, puis il faut que tu sois à ce gala-là, puis fais une entrevue dans le journal. » En tout cas, je vois quand même là, beaucoup de... trop tôt dans le parcours des entrepreneurs puis des femmes entrepreneurs, une diversion, une dispersion
en fonction de trop d'opportunités saisies puis mal évaluées. Dans le fond, quand tu démarres des premières années, qu'est-ce que tu fais que tu aimes puis qui est payant pour l'entreprise, puis qui va te donner des assises solides pour, après ça, embaucher puis te déléguer. Puis après ça, t'amuser sur des choses qui sont peut-être moins core, mais on fait beaucoup de choses qui ne sont pas payantes. Puis là, on est mal à l'aise des fois à parler d'argent, mais focusons sur ce qui est payant, puis chargeons plus cher. Beaucoup de femmes sont dans les soins personnels, soins des gens, prendre soin des gens. Puis il y a comme un blocage de quand tu prends soin des gens, il ne faut pas que tu charges trop cher. Mais ça, c'est un blocage, ça se débloque avec des coachs. Au contraire, si tu veux bien livrer ta marchandise, bien livrer bien accompagner tes clients, il faut que tu le charges ce que ça coûte pour être capable de donner des assises d'entreprise qui vont être solides. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je coach beaucoup de gens sur assumer leurs valeurs. Moi-même, j'ai passé par là. Peut-être une dernière question. Il y a Dominique qui pose la question. Est-ce que tu vois des gens qui deviennent entrepreneurs dans la fin de la quarantaine, la cinquantaine, ou c'est juste une histoire de jeunes? Sur LinkedIn, il y avait quelque chose qui circulait. Là. La curve, là, on mise beaucoup sur les jeunes, notamment parce qu'on veut faire des coups de circuit avec des entreprises techno. Puis c'est les jeunes qui sont plus proches de la techno, puis ils sont plus proches des universités, puis de l'écosystème de start-up qu'on appelle. Mais faites des recherches rapidement. Là, les entreprises à succès sont créées majoritairement par des entrepreneurs de 40 ans et plus. Les gros succès américains qu'on voit, là, puis même les beaux succès québécois sont créés par des entrepreneurs dans la quarantaine. Parce que tu as la maturité, parce que tu as l'expérience, parce que tu as le réseau, tu as le contact. Parce que tu as ta maison qui est réglée, tes enfants sont. Fait que ça va plus vite. Là. Tu perds moins d'énergie à faire des essais, des erreurs. Puis ça fait que ça n'a vraiment pas rapport avec l'âge, Dominique. Non, mais moi, c'est ce que j'ai réalisé. Comme j'étais vice-président avant, ma maison était payée, mon auto était payé. Donc, ça m'a permis de prendre des risques qu'une personne dans la trentaine n'aurait peut-être pas pu parce qu'il y avait l'hypothèque puis le paiement d'auto. Tu as absolument raison. J'ai trouvé aussi... le manque d'humilité. Hein? Honnêtement, avec la jeunesse, le problème, c'est le manque d'humilité. Oui, quand tu as 50 ans, je sais que toi, tu t'y rapproches. Là, on en a eu des coups de parquet dans le visage. Donc, on n'est plus un. C'est ça, tu as raison. Nathalie, c'était fantastique. Merci. Moi, j'ai appris plein de choses. Et je te remercie d'avoir pris ton temps avec nous. Puis, pour ceux qui étaient avec nous, je vais faire une petite vidéo avec ça. Je vais vous l'envoyer. Il y a des gens qui étaient inscrits qui n'étaient pas là. Nathalie, je vais leur partager la vidéo avec ton accord. Et bien, merci pour ton temps. Bon jardinage cet été. Là. Ça va être le temps de collecter les fruits de tes... Ça commence. Et Nathalie, elle nous disait qu'elle en a trop. Je pense que tu en donnes à tes voisins et ta famille. Ah oui, moi j'ai semé. Cet hiver, j'ai semé puis je me suis dit, je vais donner, je vais partager. C'est ça le bonheur de la panier. Quand tu partages, c'est une coche de plus. La nourriture, c'est toujours bon. Fait que merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite une bonne fin de la semaine. Merci. Salut. Au revoir. Salut, Normand. Salut, Normand. Bye. Salut. Ouais.